Et si on parlait de sport, la chronique. Et si le football racontait la plus grande histoire du sport mondial? Aujourd'hui, et si on parlait de sport, vous invite à embarquer pour un voyage exceptionnel au cœur de la Coupe du Monde de football avec une série inédite de 22 chroniques consacrées à la plus prestigieuse des compétitions. Des exploits qui ont fait vibrer la planète, des matchs devenus légendaires, des champions entrés dans l'histoire et des émotions gravées à jamais dans la mémoire de supporters. De l'Uruguay en 1930 jusqu'au Mondial 2026, nous allons parcourir ensemble près d'un siècle d'histoire du football mondial. Une aventure proposée par Et si on parlait de sport avec le soutien de la Ligue de football d'Occitanie et de ses 12 districts que nous remercions pour leur confiance et leur engagement à nos côtés. À chaque chronique, un invité passionné nous accompagnera pour revivre les moments forts, les anecdotes et les grandes pages qui ont façonné la légende de la Coupe du Monde. Alors préparez-vous à remonter le temps, à revivre les plus grands moments de football mondial. Et si on parlait de sport, spécial Coupe du Monde de football, c'est maintenant. 1958, à la naissance d'un roi. Après avoir revécu les premiers exploits de l'Uruguay, les victoires italiennes et le fameux miracle de Berne en 1954, nous prenons aujourd'hui la direction de la Suède pour revivre une édition absolument majeure de l'histoire du football, la Coupe du Monde 1958. Un mondial qui a vu naître une légende, celle d'un jeune garçon de 17 ans nommé Pelé, qui allait changer à jamais l'histoire du sport. Pour nous accompagner, nous retrouvons René Trébout, qui est l'ancien joueur et membre du district de football de Haute-Garonne. Bonjour René. Bonjour. Alors merci en tout cas d'être avec nous et de continuer à conter cette histoire du football. Avant de parler du football, on va un petit peu faire le point sur le contexte de cette Coupe du Monde, René. Oui, bien sûr. Nous sommes à la fin des années 50. L'Europe se reconstruit après des éléments malheureux qui sont la Seconde Guerre mondiale. Et le football devient un formidable vecteur de rassemblement. La Suède est choisie par la FIFA dès 1950 pour organiser cette 6e Coupe du Monde. Le pays possède des infrastructures modernes et une grande passion pour le football. Pour la première fois, la télévision permet à de nombreux pays de suivre la compétition de manière plus importante. Le football entre véritablement dans une nouvelle ère médiatique. Oui, il faut dire qu'on parle de télévision, quand on est encore en noir et blanc, donc on remet dans un contexte où on n'est pas comme aujourd'hui avec tout ce qui est en couleur. Exactement, et puis aujourd'hui on est gâté, on est plus que gâté, on n'est pas pourri mais presque. Donc c'est pour ça qu'on apprécie et qu'on loupe pas l'heure. Il y a des choses qui trompent pas, c'est quand on arrive à un quart d'heure d'avance pour voir la télé, ça veut dire qu'on est concerné encore par tout ce qu'on voit. Et par contre, cette Coupe du Monde qui a été présentée, il y a 16 nations, 35 matchs, plus de 850 000 spectateurs dans les stades. À aujourd'hui, c'est peut-être trop peu ou beaucoup, parce que quand on voit la Coupe du Monde de 2026, on est impressionné par plus de 100 000 personnes à chaque match. Donc ça veut dire encore que le football a marqué tous les gens qui est pratiqué et qui étaient supporters, qui aimaient ça. Et donc ça fait partie du succès populaire. Qui est immense, tout à fait. Ouais. René, cette édition apporte également plusieurs nouveautés qui sont très importantes pour l'évolution de la Coupe du Monde. Oui, c'est absolument. Il n'y a pas trop de cadeaux quand même, parce que là, on est parti sur 4 groupes, 4 équipes, 2 qualifiés par groupe, puis quart de finale, demi-finale et finale. Donc, on fait plus comme maintenant avec le 3e qui participe aussi à la qualification. Ça n'existait pas non plus. Mais surtout, le niveau de jeu progresse et a changé énormément par rapport à ce qu'on avait connu antérieurement. Ce qu'on va noter, c'est que donc on sort des groupes et en fait sur 4 dans un groupe, il y en a 2 qui sortent et retournent à la maison. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc strict. Là, il y a de la perte, par rapport à aujourd'hui, il y a un 3e qui se présente encore pour une qualification de 4. Donc c'est encore un avantage pour le moment. Et donc après, c'est sûr que le niveau de jeu a changé. Ça va plus vite, c'est plus technique, plus offensif, oui, un peu plus qu'avant. On n'est pas aussi non plus dans les dépassements d'offensivité extraordinaires. Mais on a quand même des joueurs et des nations qui sont importantes et des générations qui ont varié et qui ont en qualité. On a le Brésil, la France, l'Allemagne de l'Ouest qui est championne du monde, la Suède, l'Union soviétique. Et
cette Coupe du Monde marque la transition entre le football d'après-guerre et le football moderne. Oui, on précise l'Allemagne de l'Ouest parce que nous sommes dans une période où il y a deux Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Ouest. Le mur n'est pas encore tombé, donc c'est une période où il y a deux Allemagnes, donc l'Allemagne de l'Ouest qui est championne du monde. Donc cette Coupe du Monde, c'est aussi un grand souvenir quand même pour le football français. Oui, bien sûr. C'est un parcours magnifique qu'elle fait depuis la création du tournoi. Elle est dirigée par Albert Batteux, qui est un technicien hors pair dans la catégorie. C'est un véritable précurseur. Il prône le jeu offensif, le mouvement et la technique. Donc ça correspond aux joueurs qu'il a avec lui, c'est-à-dire Raymond Kopa, Juste Fontaine, Roger Piantoni, Jean Vincent. Là, on a 4 joueurs qui sortaient de l'ordinaire et qui étaient des grands noms. Joueurs extraordinaires et plaisants à regarder. Et des grands joueurs qu'on retrouvera un peu plus tard. D'ailleurs, toujours pareil, attirés par un certain Real de Madrid. Oui, bien sûr. Alors, le parcours français est remarquable. Oui, la France débute par une victoire spectaculaire contre le Paraguay. 7-3, c'est pas des scores qui courent. Et les Bleus battent l'Écosse 2-1, ce qui était déjà un exploit puisque les Écossais, c'est pas des cadeaux non plus. Hein, donc les Français s'inclinent ensuite en Yougoslavie, mais terminent deuxième de leur groupe. En quart de finale, ils affrontent l'Irlande du Nord et ils gagnent 4-0 contre eux. Les Français produisent un football offensif spectaculaire. Enthousiasmant, oui, mais il faut que les résultats suivent parce que sinon ça marche pas trop. Quoi. Mais par contre, on découvre des joueurs comme Juste Fontaine qui vont représenter le football à un niveau extrêmement élevé. Alors justement, tu parles de cet homme qui entre dans l'histoire, probablement dans la légende, on va dire, du football mondial. Ah oui, c'est sûr que moi je l'ai connu, j'étais encore enfant, j'ai grandi un peu, mais lui, c'était quelqu'un qui m'impressionnait par ses qualités, par la réalité des choses, la simplicité de ce qu'il faisait. Puis l'homme, comme je l'ai approché plus tard, c'était quand même quelqu'un qui était personnellement extrêmement intéressant à tous les niveaux du football. Quoi. Et par contre, quand on regarde le détail, tripler des nombres de buts, ça court pas les rues. Quoi. Je veux dire, 3 contre le Paraguay. 13 buts en 6 matchs quand même, René. 13 buts en 6 matchs. Il faut réaliser ce que ça représente. Exactement, c'est énorme parce que doubler 3 matchs contre le Paraguay, doubler contre l'Écosse, 2 buts contre l'Irlande du Nord, 1 but contre le Brésil, 4 buts contre l'Allemagne, un autre contre la Yougoslavie, 13 buts. Et ça, je pense que dans la nuit des temps, c'est un record qui sera, ça m'étonnerait, battu. Il faut le rappeler que c'est dans une seule Coupe du Monde. Hein. Exactement, c'est ça la différence. C'est pas l'addition de plusieurs Coupes du Monde. C'est la seule, la sienne. C'est le seul 13 buts qu'il a mis pendant une période d'un mois et demi. Allez, donc ça veut dire qu'il ne devait pas trop en louper. Alors justement, aucun joueur n'a mieux fait que lui depuis... Oh, depuis très longtemps. Aucun joueur... Il a fait mieux depuis... 70 ans maintenant. Hein. Ouais, et ni Pelé, ni Ronaldo, ni Klose, ni Messi, ni Mbappé. Et son record tient toujours depuis 70 ans. Oui, et en plus, quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires et les autres avaient les mêmes qualités. Ça veut dire que c'est pas si simple que ça. Je veux dire, on peut être très adroit, on peut avoir de la réussite, on peut avoir des partenaires qui vous apportent beaucoup parce qu'il faut penser aux autres, hein, la vie, surtout quand on joue au football. Tout seul, au football, on gagne personne, hein, on bat personne. Et donc, j'ai cette chose-là, ce record, c'est quelque chose de innaturel. C'était Juste Fontaine. Mais cette Coupe du Monde restera surtout celle de la révélation, il faut le dire quand même, d'un jeune prodige. Ah oui, c'est des prodiges qu'on n'en a pas trop jusqu'à ce moment-là. Un jeune garçon juste qui s'appelait Pelé. À part ça, en plus, il a été blessé au début du tournoi, donc il ne joue pas les 2 premiers matchs. Et puis, il récupère sa place, donc il est guéri. Il marque le but de la qualification contre le Pays de Galles. Et en demi-finale, il inscrit un triplé contre nous, la France. Donc ça veut dire que c'était déjà un phénomène. Il avait toutes les grandes qualités de ce que peut avoir un joueur qui est vitesse, technique, détente, créativité, sens du but. Tout ce qu'il faut pour marquer des buts, faut pas chercher autre chose, c'est comme ça.
Mais par contre, ce qui devient, c'est une star mondiale parce que la réputation lui passe devant. Et puis surtout, en termes de médias, il n'y avait qu'une seule télé, donc tout le monde était focalisé sur lui. Hein. Oui. Et puis en plus, je veux dire, c'était une révolution du football parce que le Brésil, jeu offensif, créatif, spectaculaire, basé sur la technique individuelle, bien sûr, et la technique en mouvement. On y retrouve d'autres noms quand même. Il y a Pelé, mais comme tu disais tout à l'heure, il y a d'autres gens autour de lui et pas n'importe qui. Ah non, pas du tout. Parce qu'on avait Garrincha, Didi, Vava, Zito et Pelé. À part ça, il n'y avait pas grand-chose après. Donc voilà, donc tout ça c'était le football de l'art. Donc il faut conserver ce genre de personnages que l'on a eu trop peu de fois. Le football arte, comme on dit en brésilien. Et ça va influencer effectivement le football pendant de nombreuses années. Alors la France tombe, tu as annoncé ça, mais elle tombe quand même finalement face aux futurs champions. Oui. Dans cette demi-finale, France-Brésil, déjà à cette époque, une demi-finale France-Brésil. Oui, déjà, oui, mais un score aussi important, 5 buts, c'est pas courant non plus. Seulement, quand on fait l'inventaire des joueurs qui y a en face, pour eux, c'est presque normal. Mais on est quand même arrivé à mettre 2 buts. Bon, c'est pas toujours facile, puisque le Brésil, lui, Pelé, il en a mis 3. Donc, ça marche. Et c'était Fontaine qui avait encore marqué. Donc c'est déjà pas mal parce qu'après on a eu quelques bons joueurs comme Robert Jonquet et la défaite il était blessé malheureusement sur ce match-là. Exactement. Ouais. Mais la France a séduit la planète entière, une petite finale historique. Mais oui, alors elle termine magnifiquement son tournoi puisque on passe directement pour la 3e place. Oui, et alors, heureusement, parce que c'est une suite logique, puisque on avait perdu contre des gens qui avaient marqué beaucoup de buts, et nous, contre l'Allemagne, en match de classement, on est quand même arrivé à leur en mettre 3. On leur a mis, ils nous ont pas laissé le mettre, mais on est arrivé à quand même à faire des scores qui sortaient de l'ordinaire, puisque encore une fois, Juste Fontaine, elle avait mis 4 buts. Et ce qui n'est pas une petite chose. Et les Bleus terminent 3e. Et oui, 6-3 au score final contre l'Allemagne de l'Ouest. Il faut le noter, c'est important. Et ça restera pendant de nombreuses années la meilleure performance de l'histoire du foot français jusqu'en 1998. On y reviendra bien sûr plus tard. Alors le 29 juin 1958, le Brésil va affronter la Suède en finale à Stockholm. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce match ? Oui, c'est une finale historique, mais parce que la Suède ouvre le score à la 4e minute, Nils Liedholm. Le pays hôte rêve. J'imagine que ça doit être la folie dans les stades. Mais le Brésil réagit immédiatement et un joueur va se montrer décisif. Vava qui a remplacé allègrement les absents pour marquer ensuite un deuxième but à la 32e minute. Alors le Brésil prend l'avantage et ensuite place au génie. À 55e minute, Pelé inscrit un but exceptionnel, tout en contrôle et en finesse, un geste de classe mondiale qui nous a scotché devant ce genre d'exploits et de facilité avec lesquels il jouait et la réussite qu'il avait dans les buts. Et puis aussi, il y avait Mario Zagallo, qui n'était pas non plus un petit joueur, et qui a marqué à la 68e minute. Mais la Suède revient quand même, puisqu'elle réduit l'écart. Oui, grâce à Agne Simonsson, à la 80e minute. Mais le dernier mot revient au Brésil. À la 90e minute, Pelé inscrit un second but. Score final, Brésil 5, Suède 2. Pas de pitié, le Brésil devient champion du monde pour la première fois de son histoire et ça va le marquer pour très longtemps. On se demande avec le recul, pourquoi cette Coupe du Monde 1958 est-elle un tournant pour le football mondial ? Parce que ça a changé en fait tout ce qui s'était passé dans le football antérieurement. On a découvert des choses et beaucoup de joueurs. On a découvert des méthodes qui n'étaient pas comme celles qu'on faisait avant. On pensait plus à défendre qu'à attaquer. Oui, c'est vrai que le Brésil a amené autre chose. On était dans l'attaque, dans l'offensive, dans la rapidité. Ça a bousculé tout le monde. Exactement, parce que les autres n'ont pas pu suivre. Et l'arrivée d'une nouvelle dimension médiatique, ça a été encore pire. On a eu l'éclosion de Pelé, le premier titre du Brésil, le record historique de Juste Fontaine, confirmation du football offensif et l'arrivée d'une nouvelle médiatique. Mais 1958, véritablement, le début du football moderne.
Lorsqu'on évoque cette Coupe du Monde de 1958, quel souvenir reste-t-il encore aujourd'hui, René? Est-ce que des petites choses dans ta tête qui te reviennent de cette belle époque? Oui, quand on voyait un enfant de 17 ans arriver champion du monde et les 13 buts de Fontaine, ça donne envie, même quand on est jeune, d'essayer de faire autant de choses qu'eux. Mais c'est pas si simple que ça. Mais c'est un exploit qui appartient au football français et qui ne pourra jamais être perdu. Donc la Coupe du Monde aussi nous rappelle que le football est une histoire de génération. C'est peut-être une histoire de qualité de génération. Pas que des générations tout seul. C'est qualité de génération pour moi, de transmission et de rêve. En Suède, en 1958, une légende est née et le football mondial est entré dans une nouvelle dimension. C'était cette belle histoire de cette année 1958. Merci René de nous avoir accompagnés dans cette plongée passionnante au cœur de cette Coupe du Monde 1958 avec la naissance de cette star de 17 ans qui est Pelé, qui a donc remporté cette première Coupe du Monde pour le Brésil. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre grande série historique avec une nouvelle étape de cette aventure extraordinaire des Coupes du Monde. Direction cette fois-ci, René, direction 1962 au Chili pour une Coupe du Monde de confirmation pour le Brésil. 1962, le Brésil peut-il confirmer sans un Pelé à 100%? D'ici là, prenez soin de vous, comme toujours, si on parlait de sport.